Voilà, bonsoir à tous. Donc, nous allons continuer sur ce que nous avions entamé la semaine dernière, c'est-à-dire la fortune et le hasard. Alors, est-ce que vous seriez aimable de me rappeler, je crois on avait vu la fortune, il nous restait à voir le hasard. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Quelqu'un peut me dire? Oui, c'est ça, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Donc, en fait, le hasard et la fortune, pour faire simple, la même chose, sauf que la fortune concerne les actions humaines volontaires, donc intelligentes, et le hasard concerne tout ce qui n'est pas intelligent, c'est-à-dire les choses, les animaux, les plantes et les enfants. Nous dit Aristote, les enfants avant l'âge de raison. Alors le hasard concerne toutes les choses donc involontaires. Le hasard se trouve dans les choses qui deviennent absolument en vue d'une fin, très important. Le hasard se rajoute à ce qui arrive en vue d'une fin. Lorsqu'elles ne deviennent pas en vue de ce qui arrive de fait, mais se produisent en raison de quelque chose d'extérieur. Nous disons qu'elles se produisent par hasard. Donc, je répète, dans les choses qui deviennent absolument, essentiellement en vue d'une fin, lorsqu'elles ne deviennent pas en vue de ce qui arrive de fait, c'est-à-dire que si leur fin n'est pas atteinte, leur but n'est pas atteint, mais elles se produisent en raison de quelque chose d'extérieur qui arrive, alors nous disons qu'elles se produisent par hasard. Aristote conclut que le hasard se produit toujours dans ceux qui arrivent à une fin. Et il prend l'exemple pour essayer d'illustrer ce que c'est que le hasard, quelque chose qui est très proche du hasard, mais qui n'est pas du hasard. Il veut parler du vin, non pas celui dans lequel il y a la vérité, comme dit la chanson, mais le vin qui a donné le le substantif vanité, ce qui arrive en vain, c'est-à-dire qui n'atteint pas sa fin. Le vin est proche du hasard, car on appelle vin ce qui est tant pour une fin n'arrive pas à cette fin. C'est-à-dire que son devenir ne correspond pas au but visé, sans qu'il arrive quoi que ce soit d'extérieur. C'est ça sous-entendu. Parce que dans le hasard, vous avez compris, il y a une autre cause qui vient percuter la première cause. Tandis que dans le vin, c'est juste que soit, par exemple, pour vous faire comprendre, je prends un exemple, soit chez les animaux, soit chez les êtres humains, il y a des
fœtus dans le ventre, soit de la femelle, soit de la maman, ils sont parfaitement programmés pour, si vous voulez, faire un enfant qui deviendra un homme. Le but de l'accouplement, soit des animaux, soit de l'acte conjugal chez les êtres humains, a bien ce but de procréer un enfant. Il ne se passe rien de particulier, sinon on retombe dans le cas du hasard. Mais admettons, il ne se passe absolument rien, sauf que le bébé, le fœtus, disons, n'arrive pas à terme, pour une raison ou pour une autre. Voilà. Ça, c'est du vin. C'est quelque chose qui a été fait en vin. C'est un échec de la nature. Ceci dit, dont personne n'est coupable. Hein. C'est des choses qui arrivent, je vous dis, aussi bien pour les animaux que pour les êtres humains, sans que, même sans aucune faute, je veux dire, sans aucune cause extérieure. Ça vous fait comprendre la différence avec le hasard. Quand on dit qu'une pierre, en tombant, a blessé quelqu'un, on ne peut pas dire qu'elle est tombée pour blesser quelqu'un. Il se trouve que une personne est passée juste au moment où la pierre tombait. Ça, c'est du hasard. Le hasard et le vin s'accordent, se ressemblent dans le fait que chacun d'eux se trouve dans ce qui devient en vue d'une fin. Dans les deux cas, nous avons une cause essentielle en vue d'une fin. Cependant, ils diffèrent en ceci. Le vin n'attend pas la fin visée, alors que le hasard provoque l'atteinte de quelque chose d'autre que ce qui était visé ou recherché. Le vin, c'est un échec total, complet. On n'arrive pas au but. Tandis que le hasard, on arrive à un but, mais ce n'est pas le but qui était recherché. Alors maintenant, le hasard et la fortune, le hasard pour les choses non volontaires, la fortune pour les choses volontaires, appartiennent tous les deux. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils appartiennent tous les deux à quoi? À la cause essentielle, par soi. Mais quelle est cette cause essentielle par soi? Parce qu'il y en a 4. Eh bien, le hasard et la fortune appartiennent à la cause efficiente. La nature et l'intelligence sont des causes semblables à celles qui sont au principe d'un mouvement. La fortune et le hasard se rapportent donc à ce même genre de cause. Cependant, parce que le hasard et la fortune sont des causes accidentelles et non pas essentielles, elles sont multiples et indéterminées. C'est le propre du hasard. On ne peut pas déterminer ce qui va arriver puisque c'est totalement en dehors du champ de la conscience, c'est complètement en dehors de la volonté. Donc, tout peut arriver dans le hasard. Mais on ne peut pas le prévoir. Aristote réfute donc l'opinion de ceux qui avancent que le hasard est la cause du monde, comme le dit Darwin. Vous voyez, là, en quelques phrases,
on réduit la théorie de l'évolution en miettes. Le hasard est une cause accidentelle d'êtres dont l'intelligence et la nature sont causes essentielles. Mais la cause accidentelle n'est pas première, elle n'est pas antérieure à celle qui est cause par soi. De la même façon que rien d'accidentel n'est antérieur à ce qui est par soi. Ce qui existe d'abord, ce qui est premier, c'est la cause essentielle. Si je monte dans ma voiture de façon consciente, volontaire, sobre, je précise, donc je suis parfaitement maître de mes actes et je vais dans telle direction, je prends telle route pour aller à tel village ou dans telle ville. Tout ça est essentiel, parfaitement déterminé en vue d'une fin. C'est ce qui est premier. Et ce qui va arriver sur la route est toujours second. Ça arrive après. Oui, il y avait une flaque d'huile sur la route que je n'ai pas vue, qui m'a fait déraper, qui m'a fait provoquer un accident. Ça, c'est du hasard. Le hasard arrive toujours après la cause essentielle en vue d'une fin. Donc, le hasard ne peut pas causer ce qui est avant lui. On ne cause que ce qui est après soi. Le hasard ne peut pas causer la cause. Et avec ce raisonnement, tout simple, toute la théorie de Darwin est par terre. Parce que lui, il dit que avant même qu'il y ait des causes, il y a le hasard qui a fabriqué le monde. Oui. C'est une absurdité philosophique. Ce que dit Darwin, ça ne veut rien dire. Voilà. Pas compliqué. Je veux dire, vous voyez, en 5 minutes, on a détruit ça. Alors, ceux qui veulent développer des arguments scientifiques pour montrer que l'ADN, très bien, j'ai rien contre, c'est complémentaire. Mais vous voyez que le philosophe, il va beaucoup plus vite, il est beaucoup plus radical. Parce que quand on parle des causes, une fois qu'on a compris que le hasard n'est toujours n'arrive que dans les faits vient toujours après sa cause. Voilà, terminé. Le hasard ne peut rien causer. Pourquoi? Parce que c'est une cause accidentelle. Or, pour causer, premièrement, il faut être une cause essentielle. Je fais une pause parce que ce point est tellement important. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bien, donc je suppose que tout le monde a compris. C'est formidable. Donc, Aristote termine en disant que le hasard n'existe qu'au niveau concret, matériel, de la rencontre des deux causes essentielles. Oui. Mais au niveau des causes essentielles, c'est-à-dire quand je monte dans ma voiture, que je démarre pour prendre mon itinéraire, il n'y a absolument aucun hasard. Et quand on remonte
dans les causes de celui qui a construit la voiture, de l'ingénieur de chez Renault, Peugeot, ce que vous voulez, je fais pas de publicité pour les marques, qui a conçu la voiture, etc., etc. Dans toute la chaîne des causes, avant que j'ouvre la portière, que je m'installe derrière mon volant. Dans toutes ces chaînes de causes, il n'y a pas une miette de hasard. D'accord? Le hasard, c'est ce qui arrive très peu souvent. Donc, le monde qui existe est déterminé par des causes en vue d'une fin. Il n'y a pas une once de hasard dans le monde au niveau des causes. De temps en temps, il y a deux causes qui se rencontrent alors que ce n'était pas prévu. De temps en temps. Voilà. Ça, c'est le hasard. Mais au niveau du monde, il n'y a absolument rien laissé au hasard. Tout est déterminé en vue d'une fin. Voilà. Quand on a posé ça, qui est absolument fondamental pour la connaissance du réel du monde, bien, notre intelligence repose sur un socle inébranlable. Pour reprendre l'image de notre Seigneur dans l'Évangile, vous voyez, bâtir sur les 4 causes essentielles par soi qui existent dans le monde, c'est bâtir sa pensée sur le roc. Peuvent déferler toutes les théories modernes, toutes les philosophies modernes, toutes les théories scientifiques possibles et inimaginables. La pensée du philosophe réaliste, bâtie sur le roc, reste inébranlable. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est pour ça que je veux vous transmettre cette vision du monde réaliste, prendre connaissance de cette réalité merveilleuse que Dieu a fabriquée, sans laisser aucune place au hasard dans la création du monde. Parce que non seulement c'est un socle, c'est un roc pour notre pensée, mais c'est un roc pour notre foi. La foi qui se fonde sur la philosophie moderne est grandement menacée par l'hérésie. La foi qui est basée sur la vision réaliste, véritable de la réalité, c'est un socle inébranlable pour notre foi. Voilà. Question? Alors je continue. Donc maintenant que nous avons établi comment fonctionne le monde, qu'est-ce que c'est qu'une cause essentielle? Qu'est-ce que c'est qu'une cause accidentelle? Eh bien, Aristote va reprendre les 4 causes qu'il avait définies, rappelez-vous, il y a quelques paragraphes. Hein. Nous avions vu ce qu'était la cause matérielle, ce qu'était la cause formelle, ce qu'était la cause efficiente et la cause finale. Donc je me permets de vous rappeler, la cause matérielle, c'est ce dont la chose est faite. La cause formelle, c'est qu'est-ce que c'est que la chose? La cause efficiente, c'est ce qui agit sur la chose. Et la cause finale, c'est le but
dans lequel la chose est faite ou devient, ou est transformée, ou est en mouvement. Donc quand je pose la question pourquoi ou à cause de quoi cette chose est, il n'y a pas 36 réponses. Ce n'est pas arbitraire. C'est pas un caprice d'Aristote. C'est que la réalité répond à 4 causes. Pas 5, pas 6, pas 7, pas 2, pas 3, 4. Pas une de plus, pas une de moins. Il est nécessaire qu'il y ait 4 causes. En effet, puisqu'une cause est ce dont procède l'être d'une chose, son être rapporté à sa cause peut être considéré de 2 façons. Suivant la première façon, c'est l'être considéré absolument. Ainsi, la cause de l'existence est la forme par laquelle quelque chose est en acte. Ah, ça c'est bien, ça c'est beau. Il faut répéter. Il faut noter aussi, parce que on va revenir dessus. À la première lecture, à la première écoute, c'est pas évident. Mais c'est très précis. Donc, la première façon dont une chose procède, une cause, c'est l'être considéré absolument. Ainsi, la cause de l'existence de la chose, c'est la forme. Alors, je vous rappelle que la forme répond à la question qu'est-ce que c'est? C'est une table. Donc, la forme de table, c'est l'être de la table, c'est l'être de la chose, c'est une table, considérée absolument. Alors, en dehors de la forme, répond à la question qu'est-ce que c'est? Il y a une autre façon de considérer l'être qui est devant moi, en fonction qu'il est en puissance par rapport à l'être en acte. Et parce que tout ce qui est en puissance est réduit à l'acte, à un être en acte, il y a donc lieu de poser 2 causes. Oui, parce que l'être en puissance, je vous rappelle, c'est ce qui peut devenir quelque chose. L'être en acte, c'est ce qui est développé et atteint sa perfection. Donc pour passer de la puissance à l'acte, il faut qu'il y ait un être en acte qui vienne j'allais dire prendre, vous voyez, l'être en puissance pour le faire passer à l'acte. Ça ne peut pas être un autre être en puissance. Et moins par moins, ça donne du moins. Voilà. Donc s'il y a du moins, il faut que ce soit du plus qui vienne pour faire évoluer ça en l'acte. Donc il y a 2 causes, la matière qui est en puissance et l'agent qui est en acte. C'est l'agent en acte qui fait passer la matière de la puissance à l'acte. Cependant, l'action de l'agent tend vers quelque chose. Alors, l'agent, c'est la cause efficiente. La matière, c'est la cause matérielle. Et l'action de l'agent, qui tend vers quelque chose de déterminé, en tant qu'elle procède d'un principe déterminé, car tout agent agit selon ce qui lui convient. C'est très important. Tout agent agit selon ce qui lui convient. Il y a un ordre entre celui qui agit et celui qui reçoit l'action. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça, dans la vie de tous les jours, si vous voulez, on ne réfléchit pas. Hein.
c'est du bon sens. Pas moi, si vous prenez un bâton, un bout de bois, vous voyez, et vous essayez de l'enfoncer dans une prise électrique, non, ben, bon courage. Dire c'est complètement stupide, ça ne sert à rien. Il faut que l'action convienne à ce qui reçoit l'action. Qu'est-ce qui convient à une prise femelle? Eh bien, c'est une prise mâle. Et là, oh, ça marche. Tout agent agit selon ce qui lui convient. Et on appelle cause finale ce vers quoi tend l'action de l'agent. La cause finale, c'est que l'appareil électrique se mette en route une fois que j'ai mis la prise mâle dans la prise femelle. Ça, la finalité, que l'appareil fonctionne. Toujours pas de questions? On continue. Donc le philosophe de la nature va établir toutes ces démonstrations en fonction des 4 causes. Il arrive plusieurs fois que les causes se réunissent en une seule. Ainsi, la cause formelle et la cause finale deviennent numériquement une seule. Cela doit être compris pour la cause de la chose engendrée. Ah oui, parce que quand on engendre un être, animal ou humain, évidemment que la forme de l'être adulte, c'est le but de la génération. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et après, attention, parce que c'est vrai, je dirais essentiellement pour les animaux, c'est-à-dire que la génération aboutit à la forme animale, l'âme animale, à la nature animale, une fois qu'il est mis à bas, si vous voulez, bon ben, il atteint sa forme d'animal. Alors que pour l'homme, attention, la forme de l'homme est créée par Dieu, son âme, sa nature humaine, son essence, c'est l'âme. Donc c'est un peu différent. Parce que là, il y a intervention directe de Dieu. Et pour ce qui est non humain, les animaux, il y a production, génération, le but final, c'est la forme, et il n'y a pas d'autre chose. Alors le sujet de la philosophie de la nature est ce qui est mu, ce qui est mis en mouvement, ce qui est engendrable et ce qui est corruptible, qui est le mouvement inverse, la génération. Donc, tout ce qu'il est nécessaire d'étudier concernant la génération doit être considéré par la philosophie de la nature. Mais au regard de la génération, il faut considérer la forme, la matière et l'agent. Car celui qui veut connaître les causes de la génération doit procéder de la façon suivante. En premier, il faut savoir ce qu'est l'être qui est produit par un autre.
Et ça, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce que c'est ?» Le toti enein, comme dit Aristote en grec. Ça, c'est pour faire ça. Vous oubliez tout de suite ça. Donc, je reprends sérieusement. Il faut savoir d'abord dans la génération, il faut savoir ce qu'est l'être qui est produit par un autre. Je réponds à la question, qu'est-ce que c'est? Cette étude porte sur la forme par laquelle l'être engendré est ce qu'il est. Il faut ensuite étudier quel est le principe premier dont dépend la génération, c'est-à-dire ce qui en premier fait la génération. Cette recherche aboutit à considérer le moteur qui est à l'origine du mouvement. Je rappelle que le moteur, c'est ce qui donne le mouvement. Le mobile, c'est ce qui reçoit le mouvement. De même, il faut aussi étudier quel est ce qui reçoit cette génération et la soutient. Cela est l'étude du sujet et de la matière. Et non seulement faut-il étudier le premier moteur et le premier sujet de la génération, mais aussi tout ce qui en découle en conséquence. Il est donc évident que la philosophie de la nature appartient de considérer la forme, le moteur qui est la cause efficiente, et aussi la matière qui est transformée, qui est mue. Enfin, la philosophie de la nature doit considérer la fin. Aristote affirme que la forme, qui dit ce qu'est la chose, est aussi la fin de la génération, et ce, en vue de quoi la génération a lieu. Évident. Même si parfois, peu souvent, de temps en temps, la génération n'atteint pas sa fin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle le vin. Ça, on ne prend pas en considération dans la philosophie de la nature. Dans la philosophie de la nature, on considère ce qui arrive toujours ou la plupart du temps. Le hasard, la fortune et le vin ne sont pas objets de l'étude de la philosophie de la nature. Donc la forme et la fin coïncident en une même chose, qui est l'être parfaitement développé. Et l'animal adulte, qui est l'arbre adulte, qui est l'arbuste adulte, etc., etc. Parce que la nature opère en vue d'une fin, il est nécessaire que la philosophie de la nature considère la forme, non seulement en tant qu'elle est forme, mais en tant qu'elle est fin. Ben oui, si vous reprenez calmement et lentement la phrase, elle est évidente. Dit comme ça, à premier abord, ça surprend. Mais vous verrez, et si vous y réfléchissez calmement, vous verrez que c'est parfaitement logique et évident. Je répète, parce que la nature opère en vue d'une fin, il est nécessaire que la philosophie de la nature considère la forme, c'est-à-dire l'être des choses. Qu'est-ce que c'est des choses? Non seulement en tant qu'elle est forme, mais en tant qu'elle est fin de la génération. C'est le but de la génération, c'est une forme adulte, complète, développée. L'étude des choses naturelles doit aller jusqu'à donner une réponse complète à la question pourquoi? À cause de quoi? Et cela selon n'importe quel genre de cause. Ainsi,
il faut savoir que si telle chose a précédé une autre, que ce soit la matière ou l'agent, il est nécessaire qu'il y ait telle conséquence et pas une autre. Par exemple, si l'être engendré vient de principes contraires, il est nécessaire qu'il soit corrompu. Il faut cependant prendre en considération qu'à partir de la matière ou de l'agent antérieur, les conséquences n'apparaissent pas toujours nécessairement. Quelquefois, la conséquence est absolue et elle est comme nécessaire. Par exemple, si je mets du bois dans le feu, action. Un agent met du bois, matière, dans le feu, cause efficiente. La conséquence, c'est que le bois va brûler. C'est nécessaire, ça ne peut pas être autrement. Je pose une cause, il y aura nécessairement tel effet. Quelquefois, la conséquence est fréquente. Par exemple, à partir de la semence humaine ou animale, enfin je veux dire, dans la génération c'est pareil, qui est principe actif de la génération. Ah, notion très importante. L'homme, enfin l'homme ou le mâle pour les animaux, est principe actif de la génération. La femelle ou la femme, et pour nous ça sera forcément une épouse, sera principe passif. Le moteur, c'est le spermatozoïde. Et maintenant que nous avons des études scientifiques, observations, nous savons très bien que c'est le spermatozoïde qui se déplace, il se meut tout seul. Hein, l'ovule, il attend que le spermatozoïde arrive jusqu'à lui. L'ovule, il ne bouge pas. C'est le spermatozoïde qui bouge. Principe actif, c'est le mâle. Principe passif, c'est la femelle. Ça n'admet aucune discussion. Mesdames, c'est comme ça, c'est la nature. C'est Dieu qui a créé les choses comme ça. Et ça a des conséquences, et même psychologiques, pas seulement physiques, et psychologiques, dans l'attitude, le comportement. Une femme qui prend des initiatives tout le temps, c'est pas une femme. On va dire, bah, quand même, c'est pas une femme. Bah, si, c'est une femme. Si, c'est une femme, mais elle n'a pas un comportement féminin. Donc, il faut apprendre aux filles, justement, jeunes, à avoir un comportement féminin, qui n'est pas d'être des gourdes, des esclaves. Vous voyez, ça, c'est la caricature des féministes. Pas du tout. Simplement, et puis d'abord, il y a dans certains domaines, aussi, il faut s'empresser d'ajouter que dans certains domaines qui leur sont propres, elles sont principes actifs. Vous voyez, dans leur domaine. Mais elles n'ont pas le droit d'être principes actifs dans les domaines de l'homme. Et vice-versa. Parce que c'est réciproque. Les hommes qui sont principes actifs ne doivent pas être toujours principes actifs. Dans le domaine féminin, propre aux femmes, l'homme est passif. C'est la femme qui est principe actif. Vous voyez? Et comme cela, il y a une véritable complémentarité, réciprocité, compréhension, amour mutuel. Parce que chacun respecte le domaine de l'autre. On est actif dans son propre domaine, on est passif dans le domaine de l'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je n'ai pas été assez clair?
Alors je continue. Vous avez compris? Homme, femme. Principe actif dans son domaine, principe passif dans le domaine de l'autre. Mais homme et femme, dans un domaine qui n'est pas le leur, donc qui n'est ni masculin ni féminin, mais qui est divin, c'est-à-dire surnaturel. Quand on est dans le domaine de la grâce, quand on est dans le domaine de la vie mystique, quand on est dans le domaine de l'oraison, quand on est dans le domaine de la prière, quand on est dans le domaine de l'apostolat, on n'est pas actif. Jamais. Ni les hommes, ni les femmes. On ne peut être vis-à-vis de Dieu que passif. Ça ne veut pas dire qu'on se tourne les pouces, encore une fois. L'apostolat, c'est très actif. Mais je vous renvoie à mes conférences du mercredi avec Don Chotard, L'âme de tout apostolat, où tout son livre est pour expliquer que l'âme humaine, qu'elle soit masculine ou féminine, peu importe, doit être passive vis-à-vis de l'action du principe actif, si vous voulez, qui est le Saint-Esprit. Le principe actif dans notre âme, c'est le Saint-Esprit. Le principe passif dans notre âme sont les dons du Saint-Esprit. Donc le moteur, c'est le Saint-Esprit, et les mobiles qui vont être mis en action en nous, dans notre âme, après la confirmation spécialement, ça va être les 7 dons du Saint-Esprit. Donc vous voyez que tout ce que nous voyons avec Aristote sert de base pour comprendre même ce qui se passe au niveau surnaturel. J'espère vous avoir montré ce soir tout l'intérêt de cette philosophie. Si on n'a pas de juste notion philosophique de la réalité, on raconte n'importe quoi sur la spiritualité et on fait n'importe quoi au niveau surnaturel. On ne tient pas compte du fonctionnement de notre âme et du Saint-Esprit. Donc, je reprends, la semence humaine, les principes actifs de la génération, de cette semence naît habituellement, la plupart du temps, un enfant qui a 2 yeux, qui a 2 mains avec 5 doigts chacune, etc. Bref, un enfant complet et normal. Mais il peut arriver quelquefois que cela ne se produise pas. De la même façon, à cause d'une certaine disposition de la matière dans le corps humain, il arrive plus fréquemment qu'il y ait de la fièvre provoquée par l'infection. Quelquefois, cependant, cela peut être empêché. La philosophie de la nature démontre aussi par la cause formelle. Pour le comprendre, il faut savoir que lorsque des causes matérielles et efficientes donc de l'agent, qui sont antérieures à la génération, quelque chose suit nécessairement, alors on peut démontrer par elle. Mais on ne peut pas faire cela quand la conséquence est seulement fréquente. Dans ce cas-là, il faut que la démonstration s'appuie sur ce qui est postérieur dans la génération, sur ce qui nécessairement suivrait d'autres choses. Une démonstration s'appuie sur ce qui se passe toujours et pas seulement fréquemment. Exactement comme dans la logique, si vous voulez, des principes de la démonstration découle la conclusion. Et, ben, la pensée humaine imite la nature, donc la nature
fonctionnent exactement comme les syllogismes de la logique. C'est pour ça qu'il y a une harmonie, si vous voulez, entre la pensée et la réalité. Parce que notre pensée doit fonctionner exactement comme fonctionne le réel. Il y a des principes, il y a des conclusions. Eh bien, il y a la matière, vous voyez, et il y a la cause efficiente, et de cela suit nécessairement la génération. Dans ce genre de démonstration, nous procédons de la façon suivante. Si cette chose doit être engendrée, il est requis telle ou telle chose. Bon, il est requis l'ovule, le spermatozoïde, c'est absolument nécessaire. Là, ça n'admet aucune discussion. Vous voyez, c'est un préalable à la génération. Et si nous procédons inversement en disant la semence humaine est l'agent de la génération de l'enfant, on ne peut pas conclure, donc un enfant sera engendré, comme si c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que parfois, cela n'arrive pas. Dans ce cas de conséquences fréquentes, on s'appuie sur la forme, la cause formelle pour démontrer. Car ce qui est engendré, ce qui est le terme et la fin de la génération, est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, c'est-à-dire la forme. Lorsque nous utilisons ce mode de démonstration, si cela doit être produit, alors nous démontrons par la cause formelle et non pas par la cause efficiente. Aristote montre ensuite comment le philosophe de la nature démontre par la cause finale. Il dit que le philosophe de la nature démontre quelquefois que quelque chose existe parce qu'il est meilleur qu'il en soit ainsi. Aristote démontre que les dents de devant sont plus coupantes parce qu'il est meilleur qu'il en soit ainsi pour déchirer la viande. La nature faisant ce qu'il y a de meilleur, elle ne fait pas absolument le meilleur, mais ce qui est mieux selon ce qui convient à chaque être. Autrement, elle donnerait la raison à tous les animaux, car il est meilleur pour un être d'avoir l'intelligence que de ne pas l'avoir. Donc, elle ne donne pas le meilleur possible, elle donne le meilleur pour chaque espèce. Et elle va donner des nageoires à un poisson pour qu'il puisse se déplacer rapidement dans l'eau. Elle ne va pas lui donner des ailes. La nature donne des ailes aux oiseaux, parce que les oiseaux, eux, ont besoin de voler dans l'atmosphère. Voilà. Donc la nature, dans la cause finale, donne ce qu'il y a de meilleur pour chaque être. Pas de le meilleur en soi, mais le meilleur qui correspond à sa forme. Voilà, bah écoutez, on arrive sur 22 heures. Je vais arrêter ici. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur une explication qui n'a pas été suffisamment comprise? Ça servira aux autres qui n'osent pas le demander. Hein. Non, bon, ben, j'ose croire que tout a été compris, tout a été clair. Je vous dis bonsoir et à lundi prochain.